aujourd'hui, vouloir faire de la gestion de patrimoine sans outils mathématiques, sans modèle, c'est pas possible. Et on est certain, en fait, de pas avoir une solution optimale. L'humain reste au centre, hein. Il y a toujours un conseiller. Par contre, ce conseiller, on lui donne des outils qui lui donnent des super pouvoirs. Un investisseur, comme toi ou moi, aujourd'hui, il est complètement illusoire de vouloir battre les marchés. Les ETF S&P 500 à réplication physique, qui sont domiciliés en Irlande, sous-performent les ETF synthétiques sur le S&P 500. Bon, l'assurance vie, c'est un superbe outil, en fait, pour éviter de payer des droits de succession, et que c'était, en fait, l'outil magique successoral. En fait, on s'est aperçu, quand on modélise tout, qu'en fait, non. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il est difficile de comparer les performances des différents actifs sur lesquels on peut investir tant on manque de données concrètes et comparables. Ça paraît paradoxal dans un monde où on a accès à de plus en plus de produits et de supports de placement, mais les informations dont on dispose pour faire son choix varient selon l'interlocuteur à qui on s'adresse et sont soumis à des biais commerciaux évidents. Franck Béon, notre invité du jour, a pris le parti, lui, d'utiliser des modèles mathématiques et basés sur l'intelligence artificielle pour s'éviter ces biais et prendre des décisions d'investissement mieux informées. De profil ingénieur, Franck a travaillé en hedge funds quantitative, a géré des portefeuilles d'ETF de plusieurs milliards. Il est donc familier avec les rouages des supports d'investissement que tu connais bien, ETF, fonds, etc. Il met aujourd'hui son outil à disposition de ses clients au travers de Ploovers, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovant qui utilise des données empiriques augmentées. Tu verras ce que c'est dans un instant. Au cours de la conversation, on verra pourquoi les frais ne sont pas l'élément déterminant dans le choix d'un actif, pourquoi l'assurance vie n'est pas un bon outil successoral et quels sont les outils qui sont plus efficaces d'un point de vue optimisation fiscale mais plus rarement présentés par les conseillers, en quoi un ETF synthétique est finalement moins risqué qu'un ETF physique, comment utiliser du levier sur son épargne financière en dehors du nantissement, comment purger l'impact fiscal de la plus-value sur ses cryptos. Bref, un épisode qui va te donner plein de pépites sur la gestion de portefeuille, d'allocation d'actifs. En fin d'épisode, on parle même immobilier au travers d'une niche dont on entend de plus en plus parler, qui est les chambres de bonne et qui dégage beaucoup de rentabilité. Donc reste juste au bout pour apprendre ça également. Si, comme moi, la solution Ploovers t'a conquis à la suite de cet échange, j'aurai une offre à te proposer avec le code promo PACO. Tu pourras bénéficier de la prestation transfert de ton PER ou de la souscription d'un contrat de capitalisation ou assurance vie sans aucun frais, alors que c'est une prestation qui coûte à peu près 300 € habituellement. Sur les contrats proposés, aucun frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de change, pas d'honoraires pour le transfert et un portefeuille optimisé sur mesure grâce aux algorithmes, à la technologie Ploovers. C'est un partenaire qui est rémunéré mais que je suis très fier de te proposer parce que je crois vraiment à la solution qui est proposée aujourd'hui. Encore une fois, il te suffit de contacter Ploovers ou Franck directement et de mentionner le code promo PACO pour en bénéficier. Enfin, si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à t'abonner. On a encore plein de bons épisodes à venir sur la gestion d'actifs, ça serait dommage de les rater. Allez, sur ce, on part à la rencontre des idées reçues dans la gestion de portefeuille avec Franck. C'est parti. Salut Franck, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci beaucoup de m'inviter. Merci à toi, c'est cool. On va aborder des thèmes un peu en profondeur, on en parlait en off. On va essayer d'être un peu technique sur des sujets qui sont à la fois très intéressants et de l'intérêt de tout le monde et à la fois peut-être assez mal compris. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que la finance souvent est présentée avec une approche très commerciale et on va rarement en fait au fond des choses. Et nous, c'est vrai que notre ADN avec Ploovers, c'est d'aller vraiment tout modéliser, tout quantifier pour vraiment extraire des informations non biaisées. Tu nous fais un petit tour d'horizon de qui tu es, ton parcours un peu et de quelle perspective tu pars? Avec plaisir. Alors très rapidement, j'ai fait un cursus assez classique d'ingénieur français, donc grandes écoles. J'ai commencé dans la finance, en banque d'investissement, tout de suite dans le trading. Alors, trading, souvent, on parle beaucoup des traders, mais il faut savoir qu'il y a différents types de trading. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler dans ce qu'on appelle le trading pour compte propre, trading propriétaire, au sein des banques. Donc, c'est-à-dire on n'avait pas de clients. Le seul client, c'était la banque. Et l'objectif, c'était de mettre en place des stratégies pour faire fructifier l'argent de la banque. Très concrètement. Donc ça, on avait le droit de le faire quand j'ai commencé. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui dans les banques avec Dodd-Frank, la Volcker Rule et tout ça qui veut un petit peu séparer tout ça et empêcher les banques de faire du trading propriétaire.
Donc voilà, j'ai eu la chance de faire cette activité et de remonter, on va dire, une salle de trading de zéro. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, on est reparti de zéro, remonter les bases de données référentielles, remonter, par exemple, les connexions marché. Donc c'est pour ça, avec Marc aussi, qui est le cofondateur de Ploovers, on était tous les deux déjà depuis cette époque-là, et on a eu la chance de comprendre les mécanismes de microstructure des marchés, de comment est-ce qu'on se connecte à un exchange, qu'est-ce qu'apporte la colocation, donc des points assez techniques. Et ce qui nous a amené à travailler non seulement en Europe, mais aussi pas mal en Asie, à Tokyo, Hong Kong, Singapour. Et j'ai aussi passé 5 ans à New York, où je travaillais en fait en partie sur des ETF. Mmh. Donc j'avais un portefeuille d'ETF d'à peu près 5 milliards à gérer et un peu plus de 15 au total. Et aussi j'ai travaillé, et ça j'ai eu beaucoup de chance, en hedge fund quantitatif. Donc ça c'est une industrie aussi assez obscure pour beaucoup de personnes. Donc notamment, j'ai travaillé pour Millennium Capital Partners. Donc ça, c'est tout ce qui est trading quantitatif, donc trading algorithmique, comme on appelle. Tu crées, toi, finalement, les robots, enfin la machine derrière qui... Exactement. Okay. Donc l'idée, c'était d'aller mettre en place, on va dire, des stratégies pour aller arbitrer les marchés. On faisait des stratégies d'arbitrage, des stratégies de trading quantitatif. Et c'est ça qui m'amène à dire que un investisseur, comme toi ou moi, aujourd'hui, il est complètement illusoire de vouloir battre les marchés. Mm. C'est-à-dire que si on veut prétendre à faire ça, on se retrouve en frontal avec tous ces hedge funds quantitatifs dont les noms sont généralement inconnus du grand public. On peut citer peut-être Renaissance, les gens le connaissent, Citadel, Millennium, Schoenfeld, Tower, Bluecrest, qui sont des noms assez discrets. Mm. Mais c'est là que l'on trouve, on va dire, les personnes, en fait, les traders les plus pointus qui, eux, font du trading propriétaire. Avec l'aide de ces modèles quantitatifs. En fait. Voilà, c'est vraiment, en fait, des modèles très avancés. C'est que des mathématiciens, statisticiens, PhD. Donc, il faut savoir à la fois coder, comprendre les mathématiques. Il n'y a pas, en fait, d'approche discrétionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Ah, je pense que... Apple va monter et puis Tesla va baisser. » Enfin, lui n'a aucune chance d'intégrer en fait ce genre de structure. C'est vraiment du pur quantitatif, avec de la haute fréquence également. Comment ouais, genre toi, tu as justement le bénéfice d'avoir vu faire ça pendant de nombreuses années. Comment tu vois justement l'univers du trading aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, 15 ans et on va vers plus de comptes, enfin finalement clairement c'est là-dessus qu'on va faire la performance. Alors aujourd'hui en fait le trading quantitatif, c'est-à-dire pour compte propre, qui est dans les hedge funds, celui-là en fait il est hors de portée en fait des investisseurs particuliers. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien investir dans Renaissance, dans le fonds Renaissance, mais c'est impossible. C'est vraiment des investisseurs très particuliers, institutionnels. Donc ce que je trouve, c'est que notamment le trading haute fréquence a apporté beaucoup plus d'efficience dans les marchés. Il est souvent décrié, car mal compris. Mais en fait, aujourd'hui, grâce au trading haute fréquence, on a la garantie que lorsqu'on achète une action Total, une action Apple ou un ETF, on l'achète à ce qu'on dit au fair price. Mm-hmm. Son prix est juste. Le coût de trading, même d'un particulier, en fait, a énormément baissé. Grâce notamment en fait au trading haute fréquence. Tu nous expliques ton expérience en finance, mais là, après avec Ploovers, c'est plutôt de la gestion de patrimoine. Comment tu as fait la migration du coup ? Alors, excellente question. En fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les problématiques sont pas les mêmes, mais les outils en fait et la démarche restent en fait la même. C'est-à-dire que dans un hedge fund, on va pas prendre une décision d'investissement si on ne l'a pas en fait validé par des mathématiques, par des statistiques. La gestion de patrimoine, pour moi, c'est la même chose. Et j'ai envie de dire, la gestion de patrimoine est même plus complexe sous certains aspects, car en fait, il y a beaucoup plus de parties mouvantes. Parce qu'en fait, avant de prendre une décision d'investissement pour son patrimoine, il y a des problématiques, certes, d'investissement, donc dans quoi j'investis, donc des problématiques de risque et de rendement, des problématiques civiles, c'est-à-dire de clauses bénéficiaires, de donation, de succession, de vouloir protéger son conjoint, ses enfants, toutes ces choses-là.
des notions de fiscalité, c'est-à-dire que la fiscalité, c'est un point essentiel dans la performance finale d'un investissement. Fiscalité des dividendes, fiscalité d'une enveloppe fiscale. Est-ce que je mets dans un PEA, dans un contrat de capitalisation, dans une assurance vie? Et en fait, pour moi, la gestion de patrimoine, alors l'exemple, je l'aime bien, mais il n'est pas parfait. C'est un peu comme si on jouait aux échecs, en fait. Même si le jeu d'échecs est un jeu, en fait, où il y a une infinité de possibilités et c'est un univers fini. En fait, si on n'a pas un ordinateur pour nous aider, on va dire, à jouer, en fait, on est perdu. C'est-à-dire que aujourd'hui, vouloir faire de la gestion de patrimoine sans outils mathématiques, sans modèle, en fait, pour moi, c'est pas possible. Et on est certain, en fait, de ne pas avoir une solution optimale. C'est marrant parce que ça semble aller vraiment à l'encontre de l'idée qu'on se fait de la gestion de patrimoine et notamment des gens même que je reçois qui basent vraiment ça sur l'humain et du coup peut-être l'idée qu'on se fait derrière en disant c'est de l'humain, c'est que c'est du cas par cas, il y a rien qui il y a pas une solution qui est bonne pour tout le monde et par là même on se dit il faut qu'il y ait quelqu'un, un raisonnement humain derrière, etc. Et toi ton approche elle est un peu autre du coup en disant on va chercher la performance et la performance c'est pas l'humain qui va la donner. Alors en fait, l'humain, pour moi, reste au cœur en fait, du modèle de conseil. C'est-à-dire que pour l'humain, doit en fait, est là, le conseiller en gestion de patrimoine, le conseiller financier, le gestionnaire de family office, il est là pour prendre les besoins, les interpréter, parce que interpréter les besoins des clients. Mais quand il s'agit, une fois qu'il a récupéré les besoins, réussir à analyser les complexités civiles, fiscales, financières, en fait, c'est pas un travail pour un humain. Nous, ce qu'on dit, c'est un travail pour un ordinateur. C'est-à-dire faire un portefeuille financier, ce n'est pas possible de faire un portefeuille financier optimal pour un humain. C'est pas un travail fait pour un humain, c'est un travail fait pour un ordinateur. Donc en fait, le conseiller, en fait, pour moi, reste au centre, l'humain reste au centre, mais en fait, moi, j'aime beaucoup l'idée de conseiller augmenté. Et c'est vraiment la direction avec Ploovers que l'on prend, c'est-à-dire l'humain reste au centre, il y a toujours un conseiller. Par contre, ce conseiller, on lui donne des outils qui lui donnent des super pouvoirs. Ouais, il est au début et il est à la fin du cheminement. Mais ce qui est vraiment le cœur du calcul, c'est pas son boulot, quoi. Ça. Exactement. C'est-à-dire que, on va dire, j'ai envie de dire, faire un portefeuille financier qui doit répondre à un objectif de rendement de 8%, et être résilient au scénario de crise. Si un humain est capable d'y arriver de tête, ou même de façon illusoire avec une feuille Excel, c'est pas possible. Et je vais pouvoir expliquer par la suite pourquoi en fait ce n'est pas possible, et pourquoi en fait on doit passer par, on va dire, des modèles, parce qu'en fait c'est quelque chose de très complexe. Alors justement, je voulais venir à des exemples un peu concrets et des cas, des choses, peut-être des idées reçues peut-être sur certains types de produits qu'on peut conseiller auprès des clients. Gestion de patrimoine, c'est des choses que tu as étudiées. Je sais que tu as un blog aussi très pointu sur certains de ces thèmes qu'on va aborder là. Et donc ça m'intéresse de les prendre un par un. Quelles sont pour toi les idées un peu reçues, les produits qui sont peut-être proposés mais qui n'ont pas les caractéristiques pour lesquelles on les vend? Alors, je pense peut-être ça c'est un sujet et je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent dans cette direction, c'est les frais. Les frais des fonds, par exemple. Ça c'est quelque chose sur lequel c'est un cheval de bataille d'ailleurs de pas mal de fintech qui essayent de se pousser, de se battre sur les frais, de dire tiens en fait la gestion active c'est pas bien, il faut aller sur des ETF. Qui est un discours qui, de prime abord, en fait, on peut se dire, qui fait sens. Et pour avoir géré, on va dire, par exemple, quand j'étais à New York, je gérais un peu plus de 5 milliards d'ETF. Donc, les ETF, c'est un produit que je connais assez bien. Et en fait, la façon de regarder la qualité d'un ETF, regarder ses frais, par exemple, en fait, c'est pas la bonne méthode. Alors, d'ailleurs, j'avais écrit tout un article en fait là-dessus sur l'exemple quel est le meilleur ETF sur le S&P 500. Donc, en fait, le réflexe, on va dire classique, c'est d'aller voir les frais des différents ETF et de se dire, tiens, c'est celui qui a le moins de frais qui est le meilleur. En fait, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et la seule façon
de voir, par exemple, quel est le meilleur ETF, ça va être de regarder... alors, on va arriver progressivement à cette notion d'alpha, c'est-à-dire quel est celui qui génère en fait le plus d'alpha vis-à-vis en fait des autres. On revient en fait, ça reviendrait à regarder sa tracking difference, non pas la tracking error, par rapport à un indice équivalent. Et donc c'est là qu'on arrive avec des notions de comment est pris en compte la fiscalité au sein du fonds, comment est-ce que c'est une réplication physique, synthétique, parce que toutes ces petites choses-là vont avoir en fait des impacts sur en fait cette fameuse tracking difference. Et du coup, ton raisonnement, c'est le même qu'on pourrait reprocher au Pinel de vouloir attaquer en premier lieu la réduction d'impôts, alors que la vraie performance, ça doit être ailleurs finalement. Exactement. Faire un choix d'investissement pour des raisons fiscales, c'est pour moi systématiquement un mauvais choix. Donc effectivement, pour moi, ça c'est la première chose. Après, quand on regarde effectivement les fonds, et il y a des études très sérieuses comme Spiva, il dit, tiens, 90% des fonds sous-performent leur benchmark. C'est vrai. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a quand même 10% des gérants qui, a priori, font du bon travail. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est le cœur d'un des sujets que nous, on a attaqué avec Ploovers. C'est aujourd'hui, en fait, on est capable de dire, pour la très grande majorité des fonds, si c'est un bon fonds ou un mauvais fonds. C'est-à-dire comment on regarde un fonds, on va pas regarder en fait ses frais, on va regarder son alpha. Alors qu'est-ce que l'alpha ? Ça va être en fait ce qu'on appelle la surperformance ou sous-performance d'un fonds, non pas par rapport à un indice, comme c'est fait par d'autres sociétés, mais par rapport, nous on a choisi de le calculer par rapport à un ETF. Pourquoi ? Parce qu'un ETF c'est une alternative qu'on peut traiter. Donc, comment on fait ça ? Alors, c'est des modèles mathématiques assez avancés qui peuvent utiliser des modèles de Fama-French, des modèles à facteurs, des modèles random forest et tout ça. Donc, là-dessus, on est assez solide sur les algorithmes qu'on utilise pour calculer l'alpha des fonds. Et donc, nous, dans un univers donné, on va être capable d'aller chercher, on va dire, l'aiguille dans la meule de foin. C'est-à-dire les fonds qui font le travail, qui génèrent de la surperformance par rapport à un benchmark ETF. Donc ça, c'est la première étape déjà qui nous permet d'analyser à peu près n'importe quel portefeuille, de dire, tiens, donnez-moi en fait vos codes ISIN, la pondération. Moi, je vais vous dire exactement, sous l'axe de l'alpha, combien ça vous coûte, ou alors en fait, si le portefeuille est bon, parce qu'il y a des fonds de qualité. Quand on n'a pas le bénéfice de cette machine pour pouvoir justement mesurer l'alpha, est-ce que ça serait quand même pas une mauvaise idée de regarder les frais dans le sens où à performance équivalente, on est quand même mieux d'aller sur un truc sans frais qu'un truc avec frais. Je te comprends sur l'idée que c'est pas le priorité, mais... Tout à fait. Déjà, c'est vrai que statistiquement, s'il y en a que 10% de bons, faut mieux aller sur les ETF. Au moins, on est sûr statistiquement de moins se tromper. Donc, effectivement, en première approche, l'ETF, en fait, remplit tout à fait sa mission on demande, l'ETF, c'est on veut répliquer un indice. Et sur les ETF, pendant qu'on y est justement, parce que je pose de plus en plus la question, enfin c'est souvent vu comme l'outil diversifié, l'outil passif, l'outil qui performe parce que l'étude Spiva, et de façon assez générique et sans aller justement dans les détails, toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme peut-être un peu plus dans l'analyse finesse dans cette analyse justement que juste d'aller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent juste ETF j'y vais, S&P 500 j'y vais, ou MSCI World, parce que c'est grand, c'est facile, tu vois, mais est-ce qu'on peut pas pousser un peu plus l'analyse ? Alors tout à fait. En fait, pour moi, il y a deux étapes. En fait, c'est d'ailleurs un peu les étapes qu'on applique, c'est choisir les bons instruments. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, qui est autrement plus complexe, c'est comment est-ce que une fois que j'ai identifié des instruments de qualité, comment est-ce que je construis un portefeuille qui va répondre à mes objectifs de risque et de rendement. Cette deuxième étape, crois-moi, elle est très compliquée. Mais effectivement, la première étape, déjà choisir les bons instruments. Effectivement, quand on se dit, tiens, j'ai un ETF MSCI World, je suis diversifié. Ben, en fait, pas tout à fait. Un MSCI World, en fait, c'est un indice action. Donc, en fait, quand les marchés connaissent une crise, en fait, les marchés actions sont très corrélés les uns avec les autres. Donc, en fait, le MSCI World va baisser. Et donc, la question, c'est quel autre ETF ou quelle autre classe d'actifs je peux mettre à côté pour limiter ce qu'on appelle
Alors nous, l'axe des risques, je vais y revenir, on ne le regarde pas sous l'angle de la volatilité, mais des pertes latentes maximum, historiques. Donc ça va être ça qui va nous amener à cette deuxième étape. Mais effectivement, déjà dans la première étape, choisir les bons instruments, c'est déjà un grand pas. Et c'est d'ailleurs ça que nous on fait, parce qu'on travaille donc avec des grands assureurs, notamment on travaille avec BNP Cardiff, Viplus et Generali, qui sont en fait qui nous offrent et qui offrent en fait aux investisseurs des univers d'investissement. C'est-à-dire quand on investit via par exemple un assureur, en fait l'assureur nous met à disposition un univers de parfois plusieurs milliers en fait d'instruments. Nous déjà avec nos algorithmes d'un univers donné, on va pouvoir extraire un sous-univers des meilleurs instruments sur un univers donné. Parce qu'il y a une multiplication de l'offre sur les ETF, ce qui rend plus compliqué d'un point de vue investisseur justement la sélection des bons ETF. Dans les critères que vous mettez en tant qu'input pour votre système, en fait, est-ce qu'il y a typiquement le risque de contrepartie? Est-ce que c'est synthétique ou pas? Tu vois, enfin... Alors, merci de préciser ce point-là. Ça, c'est souvent quelque chose qui est mal compris. Souvent, on se dit, tiens, c'est un ETF synthétique. Ah, il y a un risque de défaut. En fait, non. Non. Et pour en avoir fait beaucoup d'ETF, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas compliqué, mais petite digression sur l'ETF synthétique, c'est en fait un outperforming swap qui est mis en place. Donc, en fait, il y a des swaps des deux côtés. Donc, en fait, même si on regarde très précisément, en fait, l'ETF synthétique est moins risqué que l'ETF physique sous certains aspects. Parce qu'il y a une asymétrie, en fait, dans les calendriers, en fait, de paiement des resets des deux swaps qui sont mis ensemble. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a un pari d'un côté et un autre pari dans l'autre qui le compense. En fait, c'est surtout que les deux contreparties achètent et vendent, en fait, des swaps. Donc, il y a une partie qui achète et qui vend un swap. Alors, généralement, il y a un swap dynamique qui est sur l'indice sous-jacent et il y a un swap sur un panier statique, sur un portefeuille d'actions qu'on appelle GC pour General Collateral. Donc c'est un panier d'une dizaine d'actions généralement qui est mis en collatéral, qui est donc détenu chez l'émetteur du fonds. Donc même s'il n'a pas les actions de l'indice sous-jacent, il a un panier de collatéral équivalent. Et il peut demander des resets à discrétion, dès lors qu'en fait il y a une différence en fait de prix de X%. Donc ça c'est spécifié dans les term sheets. Et c'est pour ça que si l'indice en fait vient à baisser très fortement, en fait c'est plutôt l'émetteur du fonds qui se retrouve à être payeur de la performance négative avec un calendrier de reset qui est généralement trimestriel. Donc c'est pour ça qu'il y a une asymétrie en fait dans le paiement. Mais ça met plus du coup de pression, enfin on va dire d'emphase sur le risque de contrepartie, enfin de qui fait ces swaps. Non, en fait, parce que ils sont complètement matchés. D'accord, même si la banque qui a fait ces swaps fait défaut, on est protégé. Bah oui, parce qu'en fait l'émetteur d'ETF il va garder le panier de collatéral. Yes, ok. Voilà. C'est bon à savoir. Ouais, donc c'est pour ça que tu penses que c'est plutôt moins risqué finalement. Exactement. Ouais. Enfin, pour moi c'est pas un sujet. Ok. Et en fait, pour moi, la raison sous-jacente pourquoi en fait les émetteurs d'ETF type Amundi en fait vont décider de tiens, sur cet indice-là, je vais faire un ETF synthétique, c'est plus pour des problématiques en fait de taille critique. C'est-à-dire que pour faire un ETF physique sur du MSCI World, il faut avoir quand même tous les dépositaires en place sur tous les pays. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est des problématiques back-office. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est surtout BlackRock qui a atteint ce niveau de taille critique, qui est capable de dire, moi, je fais en fait du physique sur la plupart des indices. Et c'est pour ça que du coup, marketing là-dessus en disant c'est plus sûr, etc. Parce que pour collecter. Voilà. Après, une autre raison, et pour lesquelles, par exemple, sur le S&P 500, c'est plus intéressant d'avoir une réplication synthétique. C'est-à-dire, vous regardez, et ça c'est un calcul qui est intéressant à faire, les ETF S&P 500 à réplication physique, qui sont domiciliés en Irlande, sous-performent les ETF synthétiques sur le S&P 500. La raison, en fait, elle est la suivante. Sur un S&P 500, le S&P 500, c'est un indice, en fait, qui est considéré out of scope de la réglementation du 871M de l'IOR Act, qui permet à un investisseur non américain de percevoir 100% des dividendes. Du coup, au travers de ma réplication synthétique, l'investisseur français, en fait, va récupérer 100% des dividendes.
là où il va avoir 85% sur un physique. Ça, c'est étonnant. Ouais. C'est un peu un trou dans la raquette, une sorte de... On est d'accord. C'est assez compliqué. Et même dans les banques, quand vous parlez de 871M, on vous regarde avec des grands yeux. Donc, en fait, c'est des informations... C'est un métier. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment un métier. Ouais. Il n'y a pas, en fait, de... Donc, et je salue, en fait, tous ceux qui essayent de vulgariser, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une dernière marche. C'est un peu cette loi de Pareto qui est assez dure à franchir parce qu'en fait, on arrive dans des points assez techniques. Et c'est pour ça que c'est pas toujours simple, et c'est pour ça que les raccourcis, tiens, il y a moins de frais, c'est mieux. En fait, faut faire attention. Il y a un autre cheval de bataille pour toi, c'est l'assurance vie. Tu me disais que c'était pas forcément un très bon outil successoral. Alors, exactement. Et ça, c'est encore une fois, ça a été la grande surprise parce qu'en fait, on a tout modélisé. Et tiens, d'ailleurs, je reviendrai juste après sur les portefeuilles, mais on va prendre ce sujet de l'assurance vie. Effectivement, moi, au début, en fait, je pensais qu'effectivement, l'assurance vie, c'est un superbe outil, en fait, pour éviter de payer des droits de succession, et que c'était, en fait, l'outil magique successoral. En fait, on s'est aperçu, quand on modélise tout, qu'en fait, non. Et qu'un autre produit assez proche est, en fait, plus puissant. Cet autre produit, en fait, c'est notamment le contrat de capitalisation. Donc, je ne dis pas, en fait, que l'assurance vie, c'est mauvais, mais qu'en fait, il y a une combinaison optimale qui est de dire, en fait, au lieu de tout mettre 100% dans l'assurance vie, en fait, l'optimal, c'est peut-être mettre 20% dans l'assurance vie et 80% dans un contrat de capitalisation. Et là encore, ça dépend de plusieurs choses. Et tu vas voir pourquoi, en fait, je dis ça. Une assurance vie, au moment d'un décès, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'assureur est notifié du décès. Il va donc clôturer, vendre en fait les fonds. Il va prélever les prélèvements sociaux, 17,2% sur les plus-values latentes, et il va remettre en fait l'argent aux bénéficiaires du contrat, avec la fiscalité de l'assurance vie qui va bien. Un contrat de capitalisation, qu'est-ce qui se passe ? L'assureur, de la même façon, donc c'est un produit assurantiel, de la même façon, l'assureur, en fait, il est notifié du décès. En fait, ça va venir plutôt dans le droit commun, donc ça va revenir chez le notaire. Toute la plus-value latente, première subtilité, échappe, en fait, ça purge toute la plus-value, même les prélèvements sociaux. Il n'y a pas de prélèvements sociaux sur la plus-value au moment du décès. D'accord. Sur les contrats de capitalisation, pardon. Donc déjà, il y a une différence de traitement des plus-values. Donc rien que là, en fait, on pourrait se dire, pour faire l'arbitrage, quelqu'un qui a 50 ans, entre contrat de capi et assurance vie pour ses héritiers, surtout s'il y a de la succession en fait, en direct, qu'il a des enfants, il faut être capable d'en faire un modèle qui va prendre en compte l'espérance de rendement du portefeuille, le patrimoine de la personne, ainsi que son espérance de vie. Pour voir, en fait, si on prend en compte le scénario de sortie qui est le décès, faire en fait une simulation en prenant en compte la fiscalité de sortie. Rien que là, déjà, on arrive sur un modèle qui peut être un petit peu compliqué, parce qu'il faut les données pour faire des projections. Et rien que ça, c'est un vrai sujet, on va y revenir après. Et de l'autre subtilité, comme on peut l'avoir sur les comptes titres ordinaires, sur les PEA, attention de PEA, parce qu'au moment du décès, pareil, on nous prend les prélèvements sociaux. On échappe aux prélèvements sociaux au moment du décès sur les comptes titres ordinaires, sur les contrats de capitalisation et sur les PER. PEA, PEA, PME, assurance vie, on se prend les prélèvements sociaux au moment du décès. Et par contre, contrat de capi, compte titre ordinaire et PEA, autre superbe subtilité, c'est qu'il va être possible de majorer les lignes des frais et droits de succession que j'aurais payés dessus. Ce qui revient synthétiquement à économiser la flat tax sur les frais et droits de succession que j'aurais payés sur ces enveloppes. Donc en fait, synthétiquement, ça revient à diminuer de 30% mes frais et droits de succession sur ces enveloppes. Donc celle-là, elle est très subtile, elle est quasiment jamais mise en place, assez inconnue, que ce soit des CGP, des notaires, même des family office. Mais nous, du coup, on est allé dans chaque texte de loi et on accompagne nos clients pour faire valoir en fait ces différentes choses.
Et mis bout à bout, parce que est-ce que tu n'éludes pas, par contre, d'autres avantages fiscaux que l'assurance vie a au détriment du compte titre ou du contrat de capi ou du PEA? Par exemple, Non, l'avantage après 8 ans, ouais, par exemple. on a le même sur le contrat de capi. C'est Pendant la identique. vie, en fait, le contrat de capi, c'est pareil d'une certaine façon. Les différences, elles sont surtout d'ordre civil. Je vais prendre un autre exemple. Souvent, on va dire, tiens, vous avez des enfants, ce serait bien de leur ouvrir une assurance vie. Moi, je dis non. Non. Pourquoi ? Vous avez 40 ans, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas ouvrir une assurance vie pour les enfants. Il faut que la personne en question ouvre, par exemple, ça va faire bizarre, 4 contrats de capitalisation. On dit, pourquoi ? Imaginez, la personne, au lieu de mettre 30 000 euros pour chacun de ses enfants dans une assurance vie, la personne va ouvrir à son nom, par exemple, déjà 2 contrats de capitalisation avec 30 000 euros. Donc les enfants, imaginons, ils ont 2 ans et 4 ans, et on se dit, tiens, je les donnerai quand ils auront 18 ans, donc dans 15-20 ans. Imaginons, j'ai 30 000 euros dans chacun de mes contrats. Je les ai faits de façon optimale, et on va dire, dans 15 ans, les portefeuilles vaudront, imaginons, ils ont un peu plus que doublé, ils valent 80 000 euros. J'ai 50 000 euros de plus-value. Mes enfants ont 20 ans, 18 ans, je leur donne le contrat de capitalisation. Qu'est-ce qui se passe au moment d'une donation d'un contrat de capi ? En fait, je purge les plus-values. Comme un décès, c'est un même type. Exactement. Okay. La grande différence entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation, c'est des enveloppes assurantielles assez similaires. La différence, c'est qu'une assurance vie, on ne peut pas la donner. Le contrat de capi, on peut le donner. Ok. Et ça, c'est ultra puissant. Ouais. Ça marche aussi avec les cryptos. D'accord. Pour l'avoir fait en perso, ouais. J'avais des cryptos avec une très forte plus-value. Alors, c'était que de la plus-value. J'en ai donné une partie à ma femme. Et une fois qu'ils sont purgés là... Elle peut faire ce qu'elle veut. D'accord. Donc, même si, entre-temps, par exemple... Ouais, d'accord. Donc, en fait, ce mécanisme de la donation, c'est un des mécanismes les plus puissants pour purger des plus-values. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place très en amont. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il en fallait 4 des contrats de capitalisation ? Parce qu'il y en a un qu'on va donner dans 20 ans, et l'autre dans 35 ans, par exemple. Puisqu'on a une cyclicité toutes les 15 ans. Donc en fait, je peux mettre que 15 000 euros. Peut-être dans 35 ans, il en vaudra 100 000 ou plus. Je le donnerai à ce moment-là à mes enfants. Donc je prépare dès aujourd'hui toutes les donations que je pourrais faire en fait dans le futur à mes enfants. Donc tu auras une purge au bout de 15 ans et tu pourras en remettre un nouveau. Et pourquoi pas juste en prendre 2 maintenant et puis en prendre dans 15 ans 2 autres ? Parce qu'en fait, pour moi, plus un contrat est en plus-value, plus j'ai intérêt. Ah oui, ok, voilà, d'accord. Oui, d'accord. Tu distribues sur plusieurs. Okay. Et donc c'est pour ça que toutes ces stratégies, tout à l'heure je disais en fait, faire du conseil en gestion de patrimoine, c'est quelque chose d'éminemment compliqué parce qu'il y a plein de moving parts. Nous, aujourd'hui, en fait, tout ça, on l'a codé, on l'a modélisé. De telle sorte que moi, en 2 minutes, un client vient me voir, l'algorithme sera capable de m'identifier, me quantifier un grand nombre, en fait, de toutes ces stratégies. Ouais, non, mais c'est là que c'est utile d'avoir l'outil, mais c'est vrai que y a toujours quand même ces sentiments de boîte noire, finalement. C'est un peu Alors, c'est pas une boîte noire au sens où, et alors là, je refais une petite digression sur la différence, par exemple, entre un ChatGPT, qui est une véritable boîte noire, parce qu'en fait, ChatGPT, le gros problème, et pourquoi ça n'a pas d'ailleurs encore été challengé tout le monde, en fait, de la gestion de patrimoine, gestion de fortune, c'est qu'en fait, si on pose une question à ChatGPT, il va nous répondre, mais la réponse, en fait, on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire, on peut poser plusieurs fois la question et il peut nous sortir plusieurs fois des réponses différentes. Donc, cette non-explicabilité est un vrai problème à ChatGPT. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez chaotique derrière. C'est non-déterministe, qu'on appelle. Nous, nos algorithmes, la grande différence est qu'ils sont complètement déterministes. C'est-à-dire que ce qui ressort, en fait, de nos algorithmes, on peut l'expliquer. Cette explicabilité, en fait, change tout dans le futur un petit peu que l'on perçoit pour Ploovers, qui, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on prévoit, c'est de brancher nos algorithmes, qui sont tous sous API, un LLM, type un ChatGPT,
et on aura cet avantage de l'explicabilité des résultats. Dans un court instant, on verra pourquoi Franck ne conseille pas d'investir dans les SCPI, pourquoi il n'est pas pertinent de se baser sur les frais ou sur la volatilité d'un actif, et quel levier utiliser pour prendre du levier, justement, sur son épargne financière en dehors du nantissement. A tout de suite. Donc tous les résultats, même si c'est ceux qui vous reprennent, vous pouvez quand même trouver le raisonnement, quoi. Exactement. Ce qui me permet de revenir, par exemple, sur la question, sur le sujet de tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a identifié sur un univers donné, que ce soit pour un PEA, une assurance vie, un contrat de capitalisation, c'est plus les univers donnés par tel assureur ou tel teneur de compte, une fois que j'ai identifié, par exemple, 50 ou 100 instruments de qualité dans un univers, comment est-ce que je fais un portefeuille ? Qui est pour moi, en fait, une question ultra complexe. Et c'est là où nous, on est allé chercher dans les outils, dans les modèles qu'on avait dans les hedge funds, pour répondre à cette question. Alors aujourd'hui, les sociétés de conseil family office les plus avancées, généralement, ce qu'ils vont faire, ils vont modéliser, alors désolé, ça va être un petit peu technique, mais c'est important pour la suite, ils vont modéliser le comportement des instruments par des lois log normales. C'est une gaussienne. Et derrière, ils vont faire ce qu'on appelle des simulations de Monte-Carlo, parce que c'est facile à faire sur des instruments en loi log normale, et ils vont dessiner ce qu'on appelle une frontière efficiente pour dire, tiens, voilà, en fait, le portefeuille le plus efficient, et donc ils vont faire des simulations de Monte-Carlo pour minimiser la vol et maximiser le rendement. Ça a 50 ans, ça a été fait dans les années 50, pardon, c'est complètement dépassé, et c'est faux à plusieurs égards. D'une part, les instruments ne suivent pas des lois log normales. C'est faux et archi-faux, notamment pendant les scénarios de crise qui font péter toutes les corrélations. Deuxièmement, l'approche volatiliste est très fausse également. L'exemple des SCPI, les SCPI, c'est pas volatile. Par contre, on voit qu'en ce moment, ça fait très mal, parce que ça baisse beaucoup. Donc pour répondre à ces problématiques, d'une part, nous, on n'utilise pas la modélisation log normale des instruments, on va utiliser de la donnée empirique, c'est-à-dire un instrument, quel qu'il soit, que ce soit un fonds, un ETF ou une action, on va utiliser son historique de prix. Problème, certains ETF ont été lancés en fait assez récemment, je pense en 2015. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire des analyses au moins depuis 2000. Là, on a tous les algorithmes pour faire de l'augmentation de données, pour compléter en fait nos données. Donc c'est pareil, c'est des algorithmes assez poussés qui nous permettent d'avoir des séries temporelles augmentées, donc de la donnée empirique augmentée, au moins depuis 2000, sur tout un ensemble d'instruments. Mais c'est compliqué, c'est parce qu'il faut anticiper. Est-ce qu'elles intègrent les crises, par exemple, qui peuvent aussi être complètement à l'arrivée à des moments... Exactement, mais là on fait de l'historique, c'est-à-dire la seule information qu'on ait de façon certaine, c'est l'historique de prix, et en prenant un historique de prix au moins depuis 2000, on intègre la crise du Covid, la crise des subprimes, la crise Internet, on en a quand même déjà pas mal. On a 25 ans de données. Et c'est une approche déjà avec de la donnée empirique qu'on a. Problème, si j'ai 50 instruments avec des historiques depuis 2000, en fait, si je voulais simuler tous les portefeuilles possibles, j'aurais plus de combinaisons possibles que d'atomes dans l'univers. La simulation ne fonctionne pas. Du coup, on est allé chercher des outils mathématiques beaucoup plus complexes que sont des optimiseurs convexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, nous, on a construit notre propriété intellectuelle, c'est-à-dire tout ça, ça a été développé par Ploovers. Aujourd'hui, on est capable de faire un portefeuille sur mesure. Un client qui nous dit « Je veux un portefeuille avec au moins 50% de SFDR8, je veux pas plus de 10% d'or, et puis je veux au moins 60% d'ETF dans mon portefeuille. » Pas de souci. On vous fait ce portefeuille qui sera un portefeuille optimal, et ça prend juste quelques dizaines de secondes. Oui, ça paraît magique, mais ouais, je comprends l'approche qu'il y a derrière, en tout cas, de vraiment sur la donnée empirique augmentée, à l'opposé de règles statistiques qui sont utilisées pour le Monte Carlo notamment, qui ne prennent pas en compte des données réelles. C'est vraiment ça. Fondamentalement, c'est la différence dans l'approche. Exactement. Je voulais te brancher un petit peu sur le sujet des CPI, justement, tu l'évoquais un peu. Avec plaisir. Qui est toujours un sujet très discuté, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses ? Quelles sont les idées fausses là-dessus et ton point de vue par rapport aux SCPI ? Alors, SCPI, en fait, déjà, c'est une classe d'actifs, c'est de l'immobilier. Je sais que les Français adorent l'immobilier.
moi, si aujourd'hui je dois investir dans l'immobilier non physique, en fait, je vais acheter des foncières cotées, par exemple, où il y a des très bons fonds immobiliers. L'avantage, c'est que les foncières cotées ou les fonds immobiliers, j'en ai dans tous les pays. Donc, encore une fois, ça, c'est une problématique qu'on a adressée. Nous, on saura faire un portefeuille de foncières cotées ou de fonds d'OPCVM sur de l'immobilier, complètement diversifié à l'international et optimum. L'avantage, c'est liquide. On peut les mettre dans contrat de capi, assurance vie, ce qu'on veut, ou même compte titre, sans aucun problème. Le problème des SCPI, pour moi, c'est la liquidité, comme on l'a vu. L'autre problème, ça va être l'opacité. Pour avoir essayé de refaire, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai essayé en fait de reconstruire tous les historiques de prix, parce que je voulais reconstruire en fait les historiques le plus loin possible sur l'ensemble des SCPI. Et bien, très compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, essayer de retrouver des rapports annuels avant 2000, c'est impossible. J'ai appelé toutes les SCPI. Ah non, on les a plus, on les a détruits. Je suis allé à la banque, à la BNF, essayer de rechercher dans les archives. Je ne les ai pas trouvés. Donc en fait, rien que reconstruire de façon propre les historiques de prix sur les SCPI, c'est compliqué. Et derrière, en fait, ça va être la fiscalité. Alors, la pire, c'est de détenir des SCPI en direct. Parce que là, en fait, en termes de fiscalité, c'est énorme, en fait. C'est-à-dire que Quand tu dis en direct, ça veut dire... C'est-à-dire, parfois, on peut les mettre dans des contrats d'assurance. Ah oui, d'accord. Sans avoir le conduit derrière. Quoi. Voilà. Ouais. Ou via, en fait, des structures, des sociétés. Mais si on les prend en direct, en fait, on se prend prélèvements sociaux, plus fiscalité d'imposition, en fait, sur les revenus. Ça va très vite. Donc, en fait, le rendement réel, en fait, il est assez faible. Donc, avoir un niveau de rendement assez faible avec un risque de liquidité et le fait que je puisse pas en fait arbitrer facilement, pour moi en fait c'est pas un placement qui va m'intéresser à titre personnel et on n'en conseille pas nous chez Plovers. On va pas faire de produits structurés, pas faire de SCPI ni de private equity. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la notion de liquidité qui est très importante pour vous. Liquidité, explicabilité, transparence. Nous, ce qu'on dit, c'est que déjà avec l'univers de tous les titres, des ETF, des fonds et des titres vifs qui sont à notre disposition, même au travers de contrats assurantiels, une petite histoire, nous, pour la plupart de nos clients, dans leurs contrats assurantiels, il y a du Berkshire Hathaway, de façon quasi systématique. On est assez, on va dire, militant d'avoir quelque chose d'assez pur, d'assez... que ce soit en termes de frais, que ce soit en termes d'explicabilité pour les clients. Le démembrement sur la SCPI, ça n'a pas du sens, notamment via des holdings, une holding par exemple. Alors, sur l'assurance vie non, par exemple, pas forcément, mais tu détiens via une holding en fait, l'usufruit, les loyers d'une personne, enfin en conjonction d'une personne qui a la nue propriété qui va... Mais on peut le faire avec n'importe quelle classe d'actifs, ça. Pas seulement les SCPI. Et ouais, d'accord. Donc le mécanisme, tu valides, mais tu dirais, je ne resterai pas sur la. En fait, voilà. Pour moi, on distingue deux choses. Il y a le montage, effectivement, fiscal, civil, qui est une chose, et le sous-jacent. Et c'est vrai que souvent en France, on est omnubilé par le montage fiscal. Je peux défiscaliser tout ça, et on oublie un petit peu le sous-jacent. Dans quoi on est investi réellement. On le voit beaucoup. Auprès de professions libérales qui ont beaucoup de plans épargne retraite, effectivement, quand on analyse les plans épargne retraite, en fait, nous, on les analyse mathématiquement, il y en a la plupart, en fait, s'ils arrivent à retrouver leur capital au bout de 15 ans, ce sera de la chance. Ah oui. Exactement. Parce que PER, c'est aussi quelque chose qui est très prépondérant dans les portefeuilles des Français. Exactement. Mais en fait, encore une fois, les gens veulent faire du PER pour défiscaliser. On leur dit oui, pourquoi pas, ça peut faire sens. Ne négligez pas ce que vous avez dedans. C'est ça, en fait, qui va faire soit ce qui va bouffer toute l'économie fiscale ou pas. Tu citais tout à l'heure le problème du Pinel, Co. En fait, tout le gain fiscal, il est gommé par les frais. Donc, effectivement, l'avantage du PER, même si on sait faire filer un PER de mauvaise qualité avec des fonds pourris, nous, par exemple, ils viennent nous voir,
En 2 minutes, on analyse le portefeuille. Et ce qui est très simple, ça se transfère. C'est pas cause perdue, quoi. Si on Exactement, ça se transfère très bien. Et cette notion de transférabilité, beaucoup de Français l'ignorent, mais c'est également possible pour leur épargne salariale. Hors PE, mais quand ils ont des percos, percols, ou alors des choses où nous, il y a plein de clients qui ont des perros, anciens articles 83, perreux, des choses comme ça où ils se disent c'est cause perdue, je sais que j'ai ça dans un coin, mais j'ai l'impression que je suis... Non, en fait, c'est transférable. Sur quoi et dans quel... Alors, notre cher gouvernement aime bien faire des choses simples. Les percols sont transférables en compartiment 2 d'un PER. Perro, article 83 sont transférables dans le compartiment 3 du PER. Donc tout ça, nous, c'est des analyses et c'est des axes d'optimisation qu'on propose systématiquement en fait à nos clients. Mais ils se retrouvent avec un PER quand même au bout du coup. Ils se retrouvent avec un PER, mais au moins investi de façon optimale. C'est-à-dire, c'est juste le jour et la nuit. On parle en fait de multiples de capital au moment de la retraite. Hein. En passant d'un portefeuille, désolé du terme, mais vraiment pourri en termes d'allocation, à un PER sur un portefeuille optimal, au moment de la retraite, avec nos modèles, on arrive à faire du x2, x3 par rapport à l'existant. Donc, en fait, c'est très simple. Si on part, je reviens encore à ma notion d'alpha, d'un fonds, d'un portefeuille qui a un alpha moyen à moins 2 ou moins 3%. Moins 3% pendant 10 ans. Il y a plus d'un tiers du capital qui est parti. Pendant 20 ans, il y a plus de la moitié de mon capital qui est parti en fumée. Si à la place de ça, moi je vais remplacer ça par un portefeuille optimal, parfaitement diversifié, avec des fonds à alpha positif. En fait, le delta, il est colossal. Ça me fait penser à ce que disait Einstein, hein, que la mécanique des intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. C'est d'une puissance incroyable. Ok, ouais, donc c'est intéressant de voir cette façon d'allouer son capital de façon dynamique. Parce que ça aussi, je pense que peu de gens ont, peut-être par flemme aussi, mais le réflexe de regarder à nouveau voilà, leur allocation en disant c'est pas juste une enveloppe. Pareil, quand on se dit souvent assurance vie, bah, c'est bloqué, PER, c'est bloqué. Enfin, tous ces instruments sur lesquels on a abondé d'un peu de façon automatique, on a du mal à imaginer qu'ils peuvent être transférables, réoptimisables, recyclables. Exactement. Nous, on s'aperçoit qu'il y a des clients, pareil, ils sont parfois viscéralement tenus émotionnellement à leur assurance vie, dans lequel il y a des fonds euros qui rapportent plus rien, mais qui a été ouverte il y a 30 ans. On dit, mais elle vous sert à rien. En plus, quand on fait, parce qu'on a modélisé l'intégralité des dévolutions successorales possibles et imaginables, qui nous permettent de créer des rapports successoraux prescriptifs. Ça, c'est une partie en fait de l'outil qu'on commercialise pour des notaires, pour leur aider. On leur dit, mais il n'y a même pas de problématique successorale en fait. Donc l'assurance vie en fait est complètement sous-optimale pour vous. Quand tu parles de cet outil pour les notaires, parce que ça m'intéresse, en gros, tu leur donnes les possibles scénarios de sortie par rapport à leurs clients, c'est ça que tu les aides à faire En gros, il y a d'ailleurs un simulateur qui est en accès libre sur Ploovers qui permet en 30 secondes d'identifier qui sont ses héritiers, combien ils vont payer en droit de succession. Et on fait en fait tous les cas possibles et imaginables. Donc c'est un questionnaire dynamique. On fait les scénarios de représentation quand il y a eu des prédécès ou des choses comme ça. Quand on est marié, ça fait tous les cas avec option donation dernier vivant ou pas. Sachant que, petit aparté, la donation dernier vivant, ça ne veut pas dire que le conjoint survivant reçoit tout. Hein. Ça lui donne d'autres options, notamment le 3/4, 1/4, 3/4 usufruit, 1/4 pleine propriété. Et donc on fait cette analyse en fonction de la tranche d'âge de décès et en fonction du choix du conjoint survivant, ça nous donne en fait les droits de succession qu'il y aura à payer. Ça, c'est ce que le notaire utilise typiquement pour quand dans son rendez-vous venir, il explique à son client. Voilà. Sachant que nous, ça c'est fait en 30 secondes, alors que même des notaires, en fait, parfois peuvent faire ça à la main. Donc, avec tous les risques d'erreur, nous, on l'a bien fait éprouver. Aujourd'hui, ça s'est fait assez rapidement. Et tu parlais aussi tout à l'heure de démembrement. On vient aussi de développer, ça me fait penser, un algorithme qui nous fait l'optimisation en fonction de son âge, de l'allocation entre assurance vie avec clause démembrée et contrat de capitalisation. Pareil, c'est un algorithme, d'ailleurs c'est Marc, mon associé qui l'a développé, c'est ultra puissant,
Mais encore une fois, on ne fait pas les choses de façon aveugle. Beaucoup vont vous parler du démembrement de la clause bénéficiaire. Oui, c'est intéressant. Mais pour combien, avec quelle quantité nous, tout ça, on l'a modélisé. Sur l'assurance vie, ça me fait penser aussi à un autre produit qu'on entend beaucoup, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. Je crois que je ne me trompe pas. Mm-hmm. Il y a des avantages par rapport d'après ce qu'on entend. Quel est ton point de vue là-dessus ? Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, tout dépend par qui elle est proposée. Très récemment, d'ailleurs, c'était cet été, l'assurance vie luxembourgeoise n'est pas une protection infaillible. Il y a un assureur luxembourgeois qui est en train de faire faillite. Mais on la prenait pour ça, l'assurance vie luxembourgeoise, pour le risque de exactement. De défaut. Ok. Sachant que moi, je dis ce risque catastrophe. Il est tellement éloigné. Je veux dire, ça reste des contrats. Si vraiment on est dans un scénario comme ça, personne ne peut dire comment ce sera remodifié. C'est-à-dire que de la même façon qu'on veut modifier des traités européens ou toutes ces choses-là, je ne sais pas comment ça... L'avantage de l'assurance vie ou contrat de capitalisation luxembourgeois, parce que ça existe pour les deux, c'est les FAS, c'est des structures qui vont nous permettre de faire des portefeuilles beaucoup plus libres, c'est-à-dire ne pas être limité à un univers fixé par un assureur, mais de pouvoir mettre vraiment ce que l'on veut dedans. Donc pour ça, en fait, ça va avoir de l'intérêt. Certains, on peut même mettre des contrats futurs ou des options. C'est ça qui peut être intéressant. Ok. On en vient aussi, on a pas parlé, mais aux actions même, et du coup, au PEA, et puis investir dans les actions. Ça, c'est plutôt quelque chose, du coup, qui est très... c'est là où il y a de la donnée, c'est empirique, ça doit plaire, ça, j'imagine, en termes de support. Alors, ça me plaît. Le gros souci, c'est que choisir, en fait, des actions, avec tous les meilleurs algorithmes du monde, en fait, ça reste quand même du discrétionnaire. C'est très compliqué. C'est-à-dire que là, même quand on a des historiques, on peut prendre Nvidia, un superbe historique, rien ne nous dit que ça va se poursuivre. C'est là, en fait, c'est Marc qui avait mis l'idée, et ça, on avait travaillé dessus quand on était en hedge fund. Ce qu'on faisait en hedge fund, on traitait des actions en direct, mais en fait, on allait arbitrer des inefficiences de marché très faibles, qui couplées à de la microstructure de marché. Donc, c'était pas une vue long terme sur une action, c'était plus, sur tel actif, on a repéré une inefficience de 0,3% sur le prix. Donc, on va la capturer. Ouais. Donc, c'est très compliqué de faire du discrétionnaire, que ce soit sur son PEA ou sur son compte titre. Modulo, si on le souhaite, par exemple, ça va être pour optimiser des paramètres à la marge. Par exemple, le PEA, on peut mettre des ETF, et c'est très bien, des ETF, des fonds, c'est super. Et si on met des actions, moi j'aurais plutôt tendance sur du long terme à privilégier des actions françaises, parce qu'en fait on perçoit sur le PEA 100% des dividendes. Par contre, si je mets une action Siemens dans mon PEA, en fait je ne vais pas toucher 100% du dividende, et j'ai pas de possibilité de réclamer le crédit d'impôt. Alors que si je l'avais mis dans un compte titre ordinaire, je peux réclamer le crédit d'impôt. Donc ça va être des petites subtilités comme ça, ou d'autres petites subtilités, je pense à Air Liquide, L'Oréal, que l'on peut mettre au nominatif, qui nous permettent d'avoir 10% de plus sur les distributions d'actions gratuites et les dividendes au bout de 2 ans de détention. Donc si on a vraiment des visions, des convictions sur certaines valeurs, ça peut valoir le coup. Sinon, il y a l'ETF synthétique S&P 500, où aussi on est à 100% de dividendes aussi. Voilà. Ce genre de... ouais. qui fait le travail. C'est juste que c'est pas diversifié au sens où on est full action américaine, mais si c'est là notre objectif, pourquoi pas. Tu avais 2 types de supports de conviction qui étaient les obligations, je t'entendais aussi, les obligations chinoises et puis les actions suisses. Est-ce que ça reste toujours le cas? Est-ce que Alors c'est vrai que j'avais écrit en fait des petites analyses en fait là-dessus, parce que c'était d'ailleurs par rapport au portefeuille Charles Gave. C'est d'ailleurs on a analysé son portefeuille sur 20 ans, et il faudra que je fasse un post en fait là-dessus. Effectivement, les obligations chinoises, c'est une classe d'actifs différente un petit peu de ce que l'on entend. Donc
c'est là où c'est intéressant quand nous, on va faire des optimisations de portefeuille. Par exemple, on va sélectionner dans un univers donné entre 50 et une centaine d'actifs. L'important, en fait, de rajouter des instruments, ça va être surtout, en fait, est-ce que l'actif que je rajoute est diversifiant, c'est-à-dire décorrélé aux actifs que j'ai dans mon portefeuille pour faire un portefeuille optimal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je viens à mettre les obligations chinoises dans un univers de travail, est-ce que ça va m'améliorer la diversification d'un portefeuille optimal ? Toujours avec la vue sur l'alpha et non les frais ou autre, quoi. Alors là, en fait, on va plus être... c'est un ETF, donc là, par défaut, en fait, nous, on prend les ETF dans nos univers, nos golden set, comme on l'appelle, on prend systématiquement les ETF et les fonds à alpha positif. Donc en fait, c'est un mélange en fait de fonds à alpha positif et d'ETF et de Berkshire Hathaway, qui est une exception, qui est un titre vif, mais que l'on considère aussi comme un fonds. Et derrière, en fait, quand on fait tourner l'optimiseur, ça va être de trouver le portefeuille optimal. Et là, on laisse travailler l'optimiseur. On vient pas mettre en fait de discrétionnaire dans la location. D'accord, ouais. Donc tu dis que finalement, si c'était à refaire aujourd'hui, tu préférerais. Enfin, c'est bien pour la diversification et pour le contrôle de la volatilité, on va dire, d'avoir ce type d'actifs ou de classe d'actifs un peu exotiques. Mais tu t'y mettrais pas bien tête sur parce que une conviction. C'est surtout que ça. Pour quel objectif, en fait ? Nous, on rattache toujours ça à un objectif. Et c'est pour ça que nous, on fait des analyses. C'est-à-dire, nous, on va demander à un client qui vient, on va lui demander, tiens, quelle perte latente maximum historique vous êtes prêt à accepter ? Souvent, on parle de volatilité. Et Paco, moi, si je te dis, tu préfères quoi ? Un portefeuille à 12 de vol ou à 14 ? Bien, ça me parle pas, la volatilité. Par contre, si je te dis, tiens, tu préfères un portefeuille, si je le rejoue depuis 2000, qui a perdu 15% à un moment donné. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on peut aller à moins 20%, et c'est cette discussion-là, ça parle aux gens. Et tiens, tu mets 100 000, si tu vois ton portefeuille à grosse crise passer à 80 000, tu stresses pas, tu es à l'aise, sachant que plus tu es prêt à prendre de risques, plus l'espérance de rendement sur le long terme est élevée. Et c'est juste cette approche-là, en fait. Oui, alors que la volatilité, ça serait juste à combien ça oscille, mais c'est pas, on parle pas de perte ou de gain, là, on est sur... Exactement, la volatilité, déjà, c'est une mesure asymétrique. Si je te parle de volatilité à la hausse, t'es content. Nvidia, c'est volatile à la hausse. Ça dérangeait pas les investisseurs. Non. Ouais, ça part du principe que c'est équivalent, en fait, comme un miroir, alors c'est pas la réalité. C'est pas du tout, en fait. Et encore une fois, c'est très mal modélisé pour certains instruments. Je pense notamment, par exemple, tu vois, quel est en fait le niveau de risque des SCPI en termes de volatilité, ça va pas te dire grand-chose. Pareil pour le private equity et les produits structurés, qui sont un sujet aussi assez particulier. Est-ce que ton optimiseur, des fois, te propose ou intègre du Bitcoin ou des cryptos ? Alors, le problème, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, l'optimiseur, on le fait tourner sur la base de séries temporelles depuis 2000. Or, le problème, c'est que le Bitcoin a été créé bien après et que j'ai aucun actif équivalent pour augmenter ma donnée entre 2000 et 2014, si je veux. Et l'idée, ce serait d'aller... Alors, ça va demander des développements supplémentaires, c'est d'aller modéliser, on va dire, le comportement historique du Bitcoin théorique qu'il aurait pu avoir dans le passé avec des fonctions copules, qui sont des modèles mathématiques un petit peu différents. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est pas... Si quelqu'un a une conviction, veut investir dans nos Bitcoins, parfait. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas l'intégrer dans un optimiseur, dans notre optimiseur en tous les cas. Il y a des trucs qui t'ont surpris, même avec ton raisonnement, du coup, enfin, avec ton raisonnement humain, des choses qui sont sorties de l'optimiseur. Je dirais peut-être, par exemple, quelles catégories en fait, de fonds sont à alpha positif. Et là-dessus, on va dire, ça m'a agréablement surpris parce qu'en fait, on peut l'expliquer. On s'est aperçu que un petit peu dans ce qu'on retrouve avec Spiva, et ce que l'on retrouve aussi avec nos données, c'est qu'à peu près 10% des fonds surperforment.
et qu'on regarde en fait quelle est la catégorie d'actifs qui surperforment, on va voir beaucoup de fonds small et mid cap. Ce qui est en fait tout à fait logique, parce qu'en fait, les hedge funds quantitatifs qui arbitrent, qui assurent que les marchés sont relativement efficients, ils sont notamment sur les grosses capitalisations, là où il y a de la liquidité. Un hedge fund va rechercher de la liquidité, parce qu'il doit tourner des milliards dans la journée, il ne va pas trop aller sur les small et les mid cap. Et les small et les mid cap, c'est là où un gérant qui est spécialisé va avoir de la plus-value. Donc, c'est là où il peut avoir un peu un terrain de chasse à être un peu moins défavorable pour lui que sur les... Ça me fait penser, il y a Mounir de Finari qui avait invité Monsieur Hugon, qui a le fonds Indépendance et Expansion, qui lui ressort très très bien dans nos algorithmes, avec un alpha très important, parce qu'il est spécialisé sur une classe d'actifs, small et mid cap, il connaît son métier. Et c'est là où la gestion passive, quoi qu'on en dise, en fait, surperforme de façon claire la gestion active. La gestion passive, pardon. Oui, la gestion active surperforme la passive. Et ça, tu penses que ça n'a pas tendance à évoluer avec le temps, tu vois alors, nous, comment on identifie... Alors, désolé, je vais utiliser encore des termes un petit peu techniques. On peut me dire, tiens, en fait, tel fonds, il a surperformé, mais en fait, c'était de la chance. Alors ça, nous, on va le détecter parce qu'en fait, ce qui va être important pour nous, et on a des algorithmes de cross-validation de l'alpha, comme on dit, c'est-à-dire on va qualifier la stationnarité de l'alpha dans le temps. C'est-à-dire on va pouvoir mesurer en fait que l'alpha d'un fonds en fait est stationnaire dans le temps. Stationnaire, c'est-à-dire qu'il est régulier. C'est-à-dire c'est un pattern régulier que l'on voit, et donc on peut dire tiens, ce fonds, en fait, surperforme de façon régulière son l'ETF small cap équivalent. Donc, en fait, on va le sélectionner dans nos univers. Typiquement, pour les PEA-PME, qui est en fait une enveloppe assez peu connue, en fait, c'est assez simple pour nous de dire, tiens, voilà les quelques fonds qui surperforment, point barre. C'est du stock picking de fonds sur les bases. Exactement. Mais encore une fois, le stock picking... il y en a qui... je discute avec les gérants et tout. Non, nous on dit, mais on discute pas avec les gérants. On prend la série temporelle du fonds, on l'analyse mathématiquement. On n'est plus dans cette... Pour moi, ça, c'était l'ancien temps. On va pas discuter, c'est quoi. Non. Pour nous, en fait, nous, c'est notre ADN. On est ingénieur, on veut du chiffre, on veut, en fait... on croit les mathématiques. Les mathématiques, c'est difficile de les tromper. Non, c'est intéressant. C'est pour ça que je m'étonne que tu ne sois pas plus axé blockchain, bitcoin, etc. que tu l'es, parce que c'est justement un des attributs qu'on donne à ce genre de choses, qui est justement une autre façon de la finance, de tout est disponible, tout est ouvert. Bitcoin, pour moi, l'approche, elle est très simple. C'est, sur tout l'univers crypto, c'est ma conviction, et encore une fois, ma conviction ne vaut pas grand-chose, parce que je ne crois que les mathématiques, mais ma conviction, c'est sur toutes les cryptos qui existent, j'en choisis qu'une seule, c'est du Bitcoin. De toute façon, si on fait les analyses, elles sont toutes corrélées au Bitcoin, et sur le temps long, elles ont toutes tendance à sous-performer le Bitcoin. Pourquoi aller m'embêter, aller choisir autre chose ? Je prends du Bitcoin, point. C'est tout. Donc c'est une approche très simple. Ouais, ça marche. Et pour moi, la valeur ajoutée, c'est de dire, tiens, vous avez du Bitcoin, moi je vais par contre vous expliquer comment, par exemple, purger votre plus-value. Oui, ça c'est un super truc que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Et là-dessus, on a des choses assez intéressantes. Et complètement légales, on passe devant notaire. C'est... Ouais. Là, je me rappellerai de celle-ci, parce que voilà, on arrive sans doute devant un prochain bull run à un moment donné. Ça, c'est les gens qui écoutent. Moi, je sais que... Voilà. Pour moi, c'est ça. On en a... J'avais proposé une autre stratégie de purge des plus-values qui est un petit peu plus complexe. On pourra en parler un autre jour, c'est en utilisant en fait les mécanismes de création-rédemption de certaines cryptos et coupler ça notamment à de l'or. J'en dis pas plus, mais elle est un peu capillotractée, mais sur le papier ça fonctionne. Tu l'as quelque part genre un article de blog ou quoi là-dessus ? J'ai écrit un livre notamment, ça peut donner des idées sur l'or. Parce que l'or, c'est une classe active que l'on aime bien aussi.
la plupart de nos portefeuilles intègrent en fait de l'or, parce qu'en fait l'or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que statistiquement, c'est une classe d'actifs qui a tendance à amortir en fait pendant les crises. Donc ça fait un véritable rôle d'amortisseur. Voilà. Tu pourras éventuellement nous passer ça, ultérieurement, un écrit là-dessus, justement, pour décrire cette stratégie que tu mentionnais. Ouais. Là, j'avais essayé de la faire, mais d'en parler aux cryptos, ça va prendre un petit peu de temps pour mettre en place, mais pourquoi pas. Ok, on mettra ça. Juste pour terminer, je sais que tu investis un peu en immobilier, j'ai entendu, dans les chambres de bonne. Est-ce que tu peux Alors nous en en dire deux mots ? immobilier, j'ai fait pas mal de choses. J'ai investi à l'étranger, j'ai investi notamment à New York, j'ai investi à l'étranger en Ukraine. Bon, mon appartement n'a pas été bombardé, je continue de percevoir des loyers, donc ça reste. Mais effectivement, là où j'aime beaucoup, c'est New York, c'est hyper intéressant. C'est une classe d'actifs à part entière, avec des problématiques bien spécifiques, mais c'est hyper intéressant. Avec des tickets d'entrée, dans quelles conditions ? Manhattan, ça va tourner à plus de 8. Ouais, le ticket d'entrée, c'est minimum 600, 800 000. Et sinon, les chambres de bonne, effectivement, ça, c'est une classe d'actifs que je trouve juste extraordinaire. Pour la petite histoire, moi, quand je suis arrivé faire mes études à Louis-le-Grand à Paris, j'ai pas réussi à me loger, c'était déjà en 2003. C'était très compliqué. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une petite chambre de bonne qui faisait 4 mètres carrés 60, que j'étais très content d'avoir, parce que elle remplissait sa fonction de me loger à côté de mon lycée. Mais aujourd'hui, et ça je le dis par exemple à tous ceux qui ont des enfants en bas âge, et statistiquement, on a tous une grande chance, soit d'étudier un jour à Paris, soit d'aller travailler un jour à Paris. Donc, pourquoi pas coupler, en fait, prévoir ça en amont et se dire, tiens, ça peut peut-être valoir le coup, que ce soit pour ses enfants ou autre, ou même pour soi-même, d'investir dans une petite surface à Paris. Et là, je fais un petit clin d'œil à Thierry Vignal. Je ne sais pas si tu connais. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé et il a pas mal de bonnes idées aussi là-dessus. Et ouais, pour moi, ce que j'avais vu, il y a plus de 100 000 chambres de bonne à Paris, notamment dans les beaux quartiers. Et ouais, je sais qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on peut, dans 10 mètres carrés, faire une petite chambre, mais grand luxe, avec tout le confort, dans un beau quartier. Souvent, on peut même avoir des belles vues Tour Eiffel parfois, et des rentabilités qui sont énormes. Donc la stratégie d'en acheter 2 pour le coupler, c'est pas du tout l'ordre du jour. C'est possible, Ouais. c'est compliqué. Compliqué, ouais, bien sûr. Mais ça peut se faire sur le temps long. Ouais. Ça peut se faire sur le temps long. Ok. Donc voilà. Mais ouais. Moi, je pense aussi que du coup, il y a pas mal de collègues marchands de biens qui sont là-dessus aussi. Ça reste un produit qui sera intéressant, du coup, d'après toi. Alors. Enfin, ça reste. Ouais. En fait, c'est un produit, pour le coup, encore très technique. Il ne s'agit pas d'acheter une chambre de bonne au hasard. En fait, la technicité va venir. Où sont les évacuations ? Est-ce que. Sur la rénovation, c'est pas si simple que ça. Notamment pour les évacuations, c'est surtout ça en fait qui peut poser. Toi, t'en as fait à titre perso, enfin. Ouais, j'en ai fait pas Okay. mal. J'en ai fait pas mal. Et t'as réglé donc du coup des problématiques comme ça. Ah ouais, j'ai écrit un livre notamment sur les chambres de bonne, sur l'investissement spécifique sur les chambres de bonne. Et en fait, l'idéal, c'est on peut le louer aussi sur Airbnb. On va me dire, mais c'est interdit. Non, mais Airbnb en bail mobilité. C'est-à-dire minimum 30 jours. Et en fait, c'est le type de bien en fait qui est énormément recherché. C'est la technique, ouais, effectivement, pour sortir du plafonnement des loyers, bail mobilité. C'était sur la moyenne durée, c'est ça. Donc il y a 2 mois quand même où dans l'année on n'aura pas forcément quelqu'un. Il n'y a pas eu de la vacance dû au fait que c'est des contrats 9 mois. 10 mois. 9 mois c'est maximum. Mais souvent ça peut être. J'ai pas mal d'étudiants ou de personnes qui viennent travailler à Paris pour 3 mois, pour 2 mois. En fait, il n'y a pas d'offre en fait pour ces gens-là. C'est-à-dire, imaginons un Américain qui vient sur Paris pour 3 mois, ou une Américaine qui veut faire Emily in Paris pendant 3 mois, elle se loge comment ? L'hôtel, c'est hors de prix. Airbnb à la nuitée, pareil, ça revient très cher.
tout ce qui est longue durée, moyenne durée, c'est pas à sa disposition. En fait, il lui reste quoi ? Il lui reste Airbnb au mois. Surtout que le charme de la chambre de bonne est indéniable, quoi. Surtout vu comment on les équipe, c'est du grand luxe. Hein. C'est de l'électroménager miel, c'est du marbre dans la salle de bain. On peut se permettre, en fait, de faire une rénovation grand luxe. Ça coûte pas si cher que ça. C'est-à-dire, la salle de bain, elle est pas immense. Ça coûte pas grand-chose de mettre du marbre plutôt qu'un carrelage premier prix. Donc, ça coûte pas grand-chose. En fait, ça revient... Là, je paraphrase... Monsieur Gilles Grimm, que certains connaîtront peut-être, le pas cher coûte très cher. Donc le corollaire de ça, faites de la qualité, et puis c'est super, tout le monde est content, vous avez un bien de qualité, le locataire est content, tout le monde est content. Ah, c'est cool, je savais pas que tu étais aussi branché IMO, j'aurais abordé le sujet plus tôt. Excellent, tu as plein de cordes à ton arc. Voilà, on essaye d'avoir une approche avec Ploovers, en fait, qui nous permet en fait de tout balayer. Et d'ailleurs, le genre de stratégie aussi qu'on peut coupler, c'est lié à l'immobilier. C'est comment on fait coupler le financier et l'immobilier, notamment avec les possibilités sur les contrats de capitalisation, de faire des avances qui sont possibles. C'est-à-dire un contrat de capi ou une assurance vie, on peut tirer par exemple des avances qui correspondent, alors peut-être pas avec tous les assureurs, avec ceux avec qui on travaille, qui correspondent à 60% du montant investi dans le portefeuille. Donc, si vous avez 100 000 euros dans votre contrat de capitalisation, vous pourrez tirer une avance de 60 000 euros. Dans quelles conditions il faut rembourser cette avance, etc. C'est comme un prêt finalement sur les... C'est comme un prêt, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus souple. Hein, vous l'avez en quelques jours. Le taux d'intérêt aujourd'hui, il est à 4,10%, notamment chez Cardiff en ce moment. Il n'y a pas besoin de prendre une assurance d'essai dessus, une assurance emprunteur. Critères aussi pour... Pas de critères. Profil emprunteur, peu importe. Il n'y a CDI, pas de profil. pas de CDI. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très puissant pour ceux qui veulent leverager leur épargne financière. Oui, parce qu'on parle souvent de nantissement, mais on n'a pas besoin d'aller là, que c'est peut-être plus lourd, ça. Le nantissement, c'est plus lourd. Et en fait, j'en reviens aux mesures de risque. C'est-à-dire, nantir un portefeuille, il y en a qui ont pu faire ça, nantir une assurance vie sur lequel il y a du fonds euro pour emprunter. Ça sert à rien, en fait. Le rendement, il va être le rendement de l'assurance vie après prélèvements sociaux, parce que les prélèvements sociaux sont pris au fil de l'eau, sauf dans les PER, où c'est pas pris au fil de l'eau, petit aparté, pour emprunter dessus. Non. Ce qu'il faut, c'est faire un portefeuille avec une espérance de rendement suffisamment élevée, mais optimale, pour connaître correctement ses risques, se dire, tiens, si demain on se tape une autre crise type 2008, en fait, il ne faut pas que le portefeuille il passe en fait sous cette barrière de moins 40%, par exemple. Oui, parce que c'est ça, en fait, c'est qu'on est sur une avance, mais si jamais le sous-jacent sur lequel on a placé on a un souci. Baisse de valeur de 50%, est-ce qu'il y a un niveau plancher au-dessus duquel en fait, on est liquidé? Comment ça se passe ? Exactement. C'est pour ça qu'encore une fois, nous, ce qu'on dit, on dit à nos clients, pas de souci pour faire cette stratégie-là. Par contre, ce qu'on veut, c'est bien modéliser les risques. Moi, je dis, tiens, ce portefeuille-là, on l'a rejoué depuis 2000. Dans le worst case, il a perdu moins 28%, par exemple. On est serein d'y aller. Autre chose qu'on est capable de faire, beaucoup de gens en parlent, le DCA. Tiens, on va investir au fur et à mesure. Nous, on est capable de dire, tiens, un client nous dit, je veux investir 100 000 euros. Très bien. On peut modéliser le fait d'investir ces 100 000 euros. On va les mettre dans un équivalent fonds euro ou fonds court terme. Tous les mois, on va investir dans un portefeuille cible plus risqué. On n'est pas capable de quantifier l'impact. Le fait d'investir tous les mois pendant 2 mois pour rentrer progressivement dans ce portefeuille cible. Et le DCA, encore une fois, c'est très intéressant de le faire à l'entrée, mais il ne faut pas oublier qu'il faut le faire aussi à la sortie. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et tout ça, en fait, encore une fois, c'est modélisé, c'est intégré, en fait, dans nos stratégies. Ça permet de pas y aller à l'aveugle et de pouvoir renseigner de façon solide toutes les stratégies qu'on peut mettre en place avec nos clients. Quand tu parles à la sortie, il faut le faire pour le DCA. Là, c'est pour mitiger, en fait, adresser le problème comportemental du fait de vendre quand c'est jamais le moment, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc ça, on fait beaucoup de planification, notamment pour les retraites. Une personne qui dit, notamment
des professions libérales, c'est un vrai sujet pour eux, parce que le taux de remplacement il est très faible, de dire, bah tiens, il me faudra un complément de revenus de 3 000 € par mois. Bah, ça, encore une fois, si on n'a pas de modèle pour faire ça, en fonction de l'espérance de vie de la personne, de l'espérance de rendement du portefeuille, de combien il a placé, bah, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à le faire de tête très très bien, c'est super. Enfin, pour nous, si on n'a pas nos modèles, c'est impossible à faire, en fait, pour moi, ça. Voilà. Ça marche. Ce produit, vous l'adressez à la fois aux professionnels et aux particuliers, c'est ça? Tu peux, Nous, aujourd'hui, en fait, le conseil, on le fait... En fait, tous les outils, les modèles et la plateforme qu'on a développée, on l'adresse aux particuliers, c'est-à-dire on leur permet ils viennent nous voir et en fait, on est capable de leur faire vraiment une optimisation 360 sur tout leur patrimoine. Et en fait, on cherche aussi à développer avec les professionnels, à ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, qui voient en fait ce virage de l'intelligence artificielle, de cette notion de CGP augmenté, que ce soit des family office, que ce soit des CGP ou toutes personnes qui sont intéressées, qui sont curieuses et qui voient un petit peu le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Donc on est ouvert effectivement à travailler avec tout le monde. Parce que j'avais reçu des CGP qui parlaient d'un logiciel, j'ai oublié le nom, que tout le monde utilise. Harvest ? Possible, non, c'était pas Harvest. Un truc, en gros, que c'était une machine derrière qui permettait de faire une sorte de simulation pour le client. Alors, il faut faire très attention, on parle de simulation. En fait, il y a des simulations descriptives. C'est-à-dire, tiens, on rentre tout ce qu'a le client et puis ça nous fait quelques camemberts. Ça, c'est bien. Pour moi, ça, c'était l'ancien temps. C'est ce que peut faire après. Nous, ce qu'on voit, c'est faire du prescriptif. C'est-à-dire mettre de l'intelligence dans qu'est-ce que l'on va proposer à un client. Et moi, à ma connaissance, des algorithmes qui sont capables de faire des portefeuilles sous contrainte de perte latente maximum, des ventilations optimum entre les différents contrats, enveloppes qui existent, à ma connaissance, j'en ai pas vu. Donc peut-être que je n'ai pas assez bien regardé, mais on va dire, c'est une approche très différente. Et effectivement, encore une fois, nous, vu qu'on ne fait pas de private equity, produits structurés, pour avoir été trader produits structurés, j'ai jamais vu un trader ni un structureur investir dedans, donc c'est peut-être un signe. Et non, c'est des produits, en fait, c'est des profils de payoff, comme on dit, concave. Là où pour moi, n'importe quel investisseur veut être investi dans un payoff convexe. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est très rentable, on va dire, pour les distributeurs et tout ça, mais nous, on préfère pas y aller. Voilà, et puis peut-être pour finir, on va dire l'année dernière, c'est vrai que notre plateforme on a présenté notre plateforme à Patrimonia. On va recommencer, on sera présent à Patrimonia aussi cette année. Notamment Marc, mon associé, qui va parler sur tout ce qui est intelligence artificielle liée à la gestion de patrimoine. Et c'est vrai qu'on avait été récompensé du cabinet en fait le plus innovant. Et cette année, on a aussi reçu un prix de l'AGFI. Donc, on est aussi content de voir que tout le travail qu'on a fait commence à être reconnu par l'industrie. Donc, des bonnes nouvelles s'amoncellent, c'est plutôt bien, quoi. Voilà, on est plutôt content. Où est-ce que tu mènerais les gens pour avoir plus d'infos, les ressources sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Alors, sur toute la partie algorithmie, on a une note technique que je peux partager aux gens s'ils veulent m'écrire. Je leur partagerai avec grand plaisir. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller voir certains articles. Alors, je sais que j'ai pas écrit beaucoup d'articles ces derniers temps parce qu'on s'est focalisé sur les modèles et sur pas mal d'autres choses. Mais on aurait beaucoup à dire sur tout ce qu'on a appris, découvert en fait au cours de cette dernière année. Les gens peuvent créer un compte et puis commencer à utiliser l'optimiseur. Voilà. Et la façon la plus simple, c'est très simple, ils peuvent m'envoyer leur portefeuille, leur PER, PERCO, PERO, épargne salariale qu'ils ont. Et moi, ça me prendra juste quelques minutes à leur faire une analyse vraiment concrète de quelle est l'espérance de rendement du portefeuille, quel est le niveau de risque et quel est le niveau de frais.
Donc tout ça, pour nous, ça a été entièrement digitalisé. Ainsi que tout le flow client, tout l'aspect réglementaire, pour nous, est intégré directement dans la plateforme. Donc c'est assez simple. Et le meilleur moyen de te joindre ? Meilleur moyen de me joindre, par LinkedIn, par email, à franck, @ploovers, ploovers.com. Voilà, c'est par email ou par LinkedIn, c'est très bien, ou directement sur notre site, ça fonctionne aussi. Parfait, Franck, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi, Paco, de m'avoir reçu. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.